Bonne nuit à tous. Je suis la conteuse et je suis là pour vous aider à vous endormir avec ces histoires d'horreur de harceleurs. Alors avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo. J'aimerais savoir d'où vous venez et à quelle heure vous regardez ça. Alors laissez-le dans les commentaires quand vous serez prêt. Installez-vous confortablement et détendez-vous. Musique, cette nuit-là semblait normale. Nous avons mangé une pizza dans le salon, allumé la télé et éteint les lumières vers minuit. Comme tout le monde, rien d'extraordinaire. J'étais avec Valérie, ma femme, dans notre chambre au 2e étage. Notre maison était assez calme, pas d'enfants, pas d'animaux et rien qui puisse nous interrompre. Avant, je travaillais de nuit au travail, mais cette année-là, pour une raison quelconque, j'ai arrêté de le faire pour être plus à la maison. Elle travaillait toujours à temps plein au centre-ville, donc cette nuit-là, nous étions tous les deux sur la même longueur d'onde, épuisés, fatigués, sans envie de parler beaucoup avant de nous endormir, mais quelque chose d'étrange s'est produit cette nuit-là vers 2h47. Tôt le matin, Valérie a soudainement crié et ce n'était pas comme une peur normale ou à cause d'une araignée ou d'un cauchemar. C'était un cri plus fort et plus brut qui m'a fait sursauter dans mon lit. Je me suis levé en une seconde. Je me suis tourné vers elle et ce que j'ai vu restera à jamais gravé dans ma tête. Elle était assise avec un visage pâle et tenait son téléphone comme s'il l'avait brûlé. Sa respiration était difficile, comme si elle était sur le point de s'évanouir. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et elle n'a pas répondu. Elle m'a juste tendu l'écran du téléphone et j'ai vu quelque chose qui m'a laissé figer. C'était une photo prise sur Snapchat, le compte disait Mike. Quand j'ai regardé de plus près, j'ai réalisé que c'était nous au lit dans notre chambre. Je n'arrivais pas à y croire, la couverture, les oreillers et l'horodatage dans le coin, et on aurait dit que la photo avait été prise quelques minutes avant le pied du lit. Quelqu'un, à un moment donné, avait été dans notre chambre pendant que nous dormions. Je n'ai pas dit grand-chose, juste au milieu d'une panique, je me suis levé rapidement et je suis allé chercher une batte que j'ai toujours cachée derrière la porte. J'ai dit à Valérie de rester immobile et j'ai commencé à vérifier méticuleusement chaque coin de la maison pièce par pièce. Chambre, fenêtre fermée, pas d'antivirus ni de casse, aucun signe d'effraction. J'ai vérifié les caméras du rez-de-chaussée, rien non plus, aucun mouvement, ou elles n'ont rien enregistré, ou elles n'étaient tout simplement jamais là. Valérie a envoyé un message à ce compte, « Qui êtes-vous » et la réponse est arrivée immédiatement. C'était le compte de Mike. Elle a demandé à nouveau « Que voulez-vous » mais il n'a pas répondu. À la place, elle a envoyé un autre message « Avez-vous besoin d'aide pour appeler la police ?» Nous sommes restés là, silencieux, sans savoir si c'était une blague ou une menace. Ou quoi, mais ça n'avait pas d'importance, j'ai juste pris la décision et j'ai appelé la police. Pendant que nous attendions qu'ils arrivent, Valérie a fermé la porte de la chambre et s'est tenue dans le coin à écouter chaque son. J'avais la batte dans ma main et je me suis tenu en haut des escaliers avec mon cœur battant à 1000. Comme 20 minutes se sont écoulées et soudain ils sont arrivés, merci mon Dieu. J'ai marmonné en relâchant mon souffle retenu. La police a fouillé toute la maison, ils ont vérifié les serrures, ils ont vérifié les enregistrements à nouveau, mais rien, il n'y avait aucun signe d'entrée ou ça. Quelqu'un était passé. Rien n'expliquait comment quelqu'un avait pu être là sans qu'on le sache. Finalement, la police nous a simplement laissé leur carte et nous a avertis de la prudence. C'était fini. Ça m'a laissé un goût amer, car je sentais que ce n'était pas la fin. 3 semaines ont passé et tout semblait oublié. Plus de messages, plus de photos, comme si c'était un rêve étrange. J'ai supprimé l'application. Valérie a changé de numéro et de nom d'utilisateur Snapchat. Et pour plus de sécurité, nous avons acheté de nouveaux appareils et brûlé les anciens. D'une certaine manière, je voulais clore cette histoire. Mais bon, il y a toujours un mais dans ces choses-là. Juste au moment où je pensais que c'était arrivé, ça a recommencé au milieu de la nuit. Un bruit nous a réveillés. Ce n'était pas un bruit fort, juste un flash comme un appareil photo qui filmait dans le noir. Une étincelle rapide qui a frappé le mur et a disparu. Je me suis réveillé et Valérie était déjà réveillée, tenant sa main avec un visage paniqué et criant quand je l'ai regardée. Elle m'a montré son téléphone et il y avait une autre photo. C'était de Mike, mais cette fois dans le couloir. La porte de notre chambre était ouverte et l'image était plus large avec une vue sur le couloir. Il se tenait juste là dehors en train de regarder l'horodatage. Il disait qu'il y en avait 2 très conscients et un en ce moment même. À ce moment-là, nous l'avons entendu, un son mécanique profond, solide mais pas fort. Juste un clic métallique comme si quelqu'un avait armé un fusil de chasse quelque part. Mais bien sûr, il n'y avait personne là-bas, pas de pas, pas d'ombre, juste le silence. Mon cœur a commencé à battre la chamade. J'ai regardé Valérie taper sur l'écran de son téléphone et je lui ai demandé ce que. Elle m'a dit qu'elle envoyait un message.
Je lui ai demandé de ne rien faire mais elle a fait le contraire. Que veux-tu? Laisse-nous tranquille, c'est ce qu'elle a écrit. Elle n'a eu aucune réponse mais immédiatement une autre photo est arrivée. C'était une autre où nous étions assis dos à dos. La photo avait été prise quelques secondes auparavant. À ce moment-là ma tête tournait et j'avais l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine. J'avais peur oui mais plus que tout je me sentais impuissante et confuse. Qui était cette personne et comment était-elle entrée dans notre maison? Comment a-t-il eu le numéro de Valérie et que diable voulait-il de nous? Soudain, Valérie a laissé tomber son téléphone en haletant et en se couvrant la bouche. Je l'ai ramassé pour voir ce qu'elle voyait et puis le pire est arrivé, une autre photo sans flash, juste la lumière du téléphone et dedans Mike était juste derrière Valérie, l'appareil photo, la distance, tout semblait absurde. Je lui ai murmuré de ne pas bouger, que peut-être nous pourrions courir aux toilettes et fermer la porte, mais ensuite un autre message: tourne-toi lentement, ne me regarde pas, qui nous a laissés paralysés. Nous nous sommes retournés lentement, la panique nous envahissant complètement, nous avons bougé dans la peur avec des tremblements et nous n'avons rien vu au début, mais ensuite mes yeux se sont habitués à l'obscurité et là je l'ai vu. Il se tenait près du mur sans masque, juste un gars normal de taille moyenne, mais son visage, mon Dieu, son visage n'avait aucun sens, il semblait fondu comme si certaines parties s'étaient cassées et collées au mauvais endroit. Son sourire était hideux, il a commencé à s'approcher à pas lents tandis que nous ne pouvions que rester figés comme des statues. Valérie m'a serré la main si fort que ça m'a fait mal. À ce moment-là, au milieu de l'obscurité, l'homme a sorti quelque chose de la veste sombre qu'il portait. C'était une arme et il l'a pointée directement sur la tête de Valérie. J'étais complètement sans voix tandis que ma tête tournait en pensant à ce que Valérie pourrait faire à la place. Elle a commencé à s'effondrer en disant qu'il pouvait la tuer mais de me laisser partir comme si elle faisait un marché avec lui. À ce moment-là, ma panique a atteint son paroxysme mais il intervient. Et, tu n'es pas obligé de faire ça, nous ne savons pas qui tu es ni ce que tu veux, mais non. J'ai réussi à terminer ma phrase car, soudain et sans un mot, il a baissé son arme, s'est retourné et a quitté la pièce. Nous l'avons entendu descendre calmement les escaliers. Valérie voulait rester là, disant que c'en était assez, que tout était fini, mais que je devais mettre un terme à ce cauchemar. Furieux, impuissant et désespéré, j'ai attrapé ma batte et me suis glissé dans le couloir à la poursuite du type. Elle m'a supplié de ne pas partir, mais je ne l'ai pas entendu. En haut des escaliers, je me suis arrêté et j'ai entendu un silence total. J'ai continué à marcher, et juste en arrivant sur le palier, je l'ai vu là, juste sous l'escalier, à m'attendre, sans me laisser le temps de faire quoi que ce soit. Le type m'a percuté comme un train, me projetant au sol avec un bruit sourd. Sous l'impact, la batte m'a échappé des mains et il s'est jeté sur moi, essayant de m'étrangler. Ses mains étaient rugueuses et tremblantes, mais très fortes. Un sourire horrible s'affichait sur son visage déformé. Je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais que bouger les bras pour essayer de le dégager, mais il ne s'arrêtait pas. Valérie s'est mise à hurler comme une folle, et voyant qu'il m'étranglait, elle s'est mise à me hurler dessus. L'étranglant, elle s'est jetée sur lui, le frappant et le griffant, mais il n'a pas réagi, il ne s'est même pas retourné, il a juste continué à me serrer le cou, puis soudain il s'est levé lentement comme si de rien n'était, il a sorti le pistolet de sa veste, l'a pointé sur Lisa et a appuyé sur la détente, tout était trop rapide, mais il s'est figé comme si tout se passait au ralenti, un éclair de lumière est sorti du canon et dans mon esprit je pouvais voir Valérie tomber mort sur le sol avec une balle dans le front, mais cela ne s'est pas produit à la place, le même bruit qui nous a réveillés a été entendu dans la pièce, le bruit de l'obturateur. D'une caméra, l'arme n'était pas réelle, c'était en fait une caméra en forme d'arme. Valérie s'est figée sans voix, moi toussant sur le sol étourdi, essayant de reprendre mon souffle pendant qu'il laissait échapper un petit rire moqueur. Il nous a regardé une dernière fois avec une expression moqueuse, puis s'est dirigé sans hâte vers la porte d'entrée, disparaissant dans l'obscurité. Nous ne l'avons pas suivi ni essayé de l'arrêter, la police est revenue plus tard, ils ont fouillé toute la maison mais n'ont rien trouvé, il n'y avait aucun signe d'entrée ou d'objet volé ou quoi que ce soit qui expliquait comment ce psychopathe était entré. Les caméras se sont déclenchées à nouveau comme les fois précédentes, ils nous ont laissé leurs cartes et quelques mots vides nous disant de faire attention. À nouveau les semaines suivantes, nous avons continué dans ces limbes, pas de messages, pas de photos, comme si tout cela n'avait été qu'une distorsion, un cauchemar et rien de plus. J'ai supprimé les applications, Lisa a encore changé son numéro et nous avons déménagé dans un autre endroit loin de tout ça. Cela fait presque 6 mois et bien que nous soyons toujours ensemble, quelque chose s'est brisé en nous, on ne peut pas revenir en arrière. Quelque chose comme ça est compliqué. Valérie sursaute encore quand elle entend le clic de la caméra et dans les miroirs dans le noir. Je ne peux pas être sans avoir l'impression que quelqu'un me regarde. Nous sommes vivants, oui, mais nous ne sommes plus les mêmes, nous ne le serons jamais, mais une chose est sûre, je sais que cette personne ou quoi que ce soit ne nous a pas oubliés et rôde toujours en attendant une nuit, une opportunité. Je ne sais pas qui il est ni pourquoi il nous a ciblés. Mais je
Pris juste pour qu'il ne nous retrouve plus. Tout a commencé il y a environ un an. J'ai 23 ans et je vis dans le deuxième étage d'un complexe d'appartements où j'ai vécu toute ma vie. La plupart des voisins sont soit des familles avec de jeunes enfants, soit des couples mariés, donc nous nous connaissons tous assez bien. Cependant, il y a un appartement un peu différent. Il est occupé par une paire de frères qui semblent être dans leur propre monde. Un jour, ce type, qui avait mon âge, est arrivé dès le début. Il était bizarre, il portait toujours un sweat à capuche et courait dans le complexe comme s'il fuyait quelque chose. Je ne pouvais pas voir son visage car il était toujours couvert. Il vivait au premier étage à l'arrière et souvent il entrait dans sa maison en sautant par la fenêtre. C'était comme s'il faisait tout ce qu'il pouvait pour éviter toutes sortes d'interactions. Au début, cela ne me dérangeait pas parce qu'avec mon emploi du temps chargé, je ne le voyais pas beaucoup, mais un jour, il a commencé à s'asseoir en haut des escaliers qui menaient à mon appartement. C'était bizarre puisque son unité était de l'autre côté du complexe. Au début, je l'ignorais, mais cela a commencé à se produire tous les jours. Je rentrais de l'école et il était là quand mon petit ami de l'époque me déposait le soir, généralement vers 22h30 ou 23h, il était aussi parfois là quand je partais et revenais des heures plus tard. Il était toujours au même endroit comme s'il n'avait pas bougé pendant les 5 heures où j'étais parti. À ce moment-là, j'ai décidé de parler de ce type à mes parents et à mon petit ami. Ils sont devenus très vigilants. Mon petit ami a commencé à garer sa voiture et m'accompagnait jusqu'à la porte à chaque fois qu'il me déposait. Une fois que le gars a vu que mon petit ami me raccompagnait tous les jours, il a arrêté de m'attendre dans les escaliers. Quelques jours ont passé et je pensais que tout était fini, mais ce n'était pas le cas. Il a commencé à m'attendre à l'arrêt de bus. Le bus que je prends pour rentrer chez moi s'arrête juste devant mon immeuble, donc c'est une courte marche. Et un jour quand je suis descendu et que je l'ai vu attendre à l'arrêt, dès qu'il m'a vu, il m'a suivi dans le complexe et s'est assis à nouveau dans les escaliers. Il a aussi commencé à me suivre quand je promenais mon chien. Mes parents étaient de plus en plus agacés et mon chien a commencé à aboyer sur le gars chaque fois qu'il me suivait. Mes voisins inquiets ont commencé à s'assurer qu'il ne me dérangeait pas. Quand j'étais seul, il commençait à me parler. Jusqu'à ce que j'entre dans mon appartement, puis un jour, j'ai reçu une demande d'amis sur Facebook de ce type. Il ne m'avait jamais parlé auparavant. Alors je me demandais comment il connaissait mon nom et comment il avait réussi à me trouver sur Facebook. Ma mère a essayé de parler à son père, mais ils n'ont jamais répondu quand elle a frappé à la porte. Je pensais que les choses ne pouvaient pas être pires, n'est-ce pas? Il semblait inoffensif, donc je n'étais pas trop inquiète, mais j'avais tellement tort. Un jour, quand je suis revenu de la maison de mon petit ami, ma mère m'a dit qu'elle avait quelque chose à me dire, mais qu'elle ne voulait pas me faire peur. Alors elle m'a dit que pendant qu'elle allait à la cuisine pour prendre un verre d'eau, elle a vu quelque chose bouger dans l'arbre qui est juste en face de la fenêtre de notre cuisine. Cette fenêtre est immense et occupe presque tout le mur, donc si quelqu'un grimpait à l'arbre, il pourrait voir directement dans notre appartement. Alors quand ma mère a regardé de plus près, elle a réalisé que ce voisin était assis dans l'arbre et regardait directement dans notre appartement. Et bien sûr, elle a été horrifiée. Maman a appelé mon père et quand mes voisins l'ont vu, le gars a sauté de là. Arbre, à ce moment-là, j'ai eu l'impression que ma tranquillité d'esprit était volée. Nous avons déposé une plainte à la police, mais quand la police est arrivée, il était déjà parti. Il s'avère qu'il y avait des emballages de collation et une couverture cachée dans les feuilles de l'arbre, donc la police a pensé que ce n'était pas la première fois qu'il était dans cet arbre. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander combien de fois il m'avait vu passer sans que j'en ai la moindre idée. Cela fait environ 4 mois depuis et je ne l'ai pas revu. Son père vit toujours dans le complexe, mais il n'y a aucun signe de lui. La police ne. Il a réussi à le retrouver. Alors je n'ai aucune idée de ce qui lui est arrivé, mais j'espère juste qu'on ne se reverra jamais. En vérité, cette expérience m'a laissé assez mal à l'aise. Je n'aurais jamais imaginé que vivre dans un endroit aussi familier puisse devenir aussi terrifiant. Maintenant, chaque fois que je vois un arbre, je me demande ce qui peut bien se cacher derrière ces feuilles. C'est une sensation étrange, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est de savoir qu'il y a des gens qui peuvent franchir la ligne entre normal et dangereux sans même s'en rendre compte. Alors oui, voilà mon histoire. Je vais vous raconter une de ces histoires qui semble tout droit sortie d'un film, mais qui m'est arrivée et que je n'arrive toujours pas à oublier. À vrai dire, j'ai encore du mal à croire qu'une telle chose soit arrivée. C'était un après-midi ordinaire, du moins c'est ce que je croyais. Je portais 2 sacs de course. La pression sur mes mains était horrible, à cause des poignées en plastique qui me coupaient les doigts. Et mon fils Lucas marchait à côté de moi, tenant la boîte de céréales que j'avais failli lui refuser. Il se faisait tard, presque 19 heures. La rue était encore éclairée, mais le soleil s'était suffisamment couché pour qu'il commence à projeter de longues ombres étranges sur les vieux bâtiments du quartier.
Nous habitions au 2e étage d'un petit immeuble, un de ceux où l'on entre et où l'escalier mène directement à l'appartement. Lucas est sorti en courant, comme toujours, riant comme un fou, montant les escaliers 2 par 2. Je ralentissais, sentant mes genoux protester. J'ai sorti les clés de la poche de mon sweatshirt et j'ai ouvert la porte d'entrée, me retournant pour la verrouiller derrière moi, et là, juste dans l'embrasure, il y avait. Quand je l'ai vu, ce vieil homme debout là, avec cet énorme manteau gris qui lui arrivait aux chevilles et les mains pendantes le long de son corps, son visage était rigide et ses yeux grands ouverts me fixaient, il y avait quelque chose de mort dans cette expression, comme s'il n'était pas vraiment là. Je me suis figé une seconde, pas vraiment par peur, mais parce que mon cerveau ne comprenait pas ce que je regardais. Puis j'ai poussé un cri, mais j'ai regardé mon voisin Mike qui arrosait ses plantes de l'autre côté de la route. Je lui ai crié dessus en l'appelant par son nom et en pointant derrière moi pour qu'il puisse voir. Mais quand Mike fit un pas en avant, le vieil homme se retourna lentement, calmement, comme s'il n'était pas pressé, et commença à descendre le trottoir, disparaissant au coin de la rue sans un regard en arrière. Je me figeai et vérifiai les serrures 3 fois cette nuit-là. Je ne dis rien à Lucas, je lui dis juste que l'homme était perdu. Il me crut, mais je n'y crus pas un instant. L'impression qu'il m'avait regardé ainsi, comme s'il savait qui j'étais, ne me quittait pas. Je restai des heures à la fenêtre, lumières éteintes, attendant qu'il réapparaisse, mais il n'est pas encore réapparu. Ce regard me transperçait encore, non pas celui d'un inconnu, mais celui de quelqu'un qui savait déjà qui c'était. Le lendemain, je m'attendais à le croiser au magasin, près de l'école ou dans la rue. À chaque coin de rue, je m'attendais à revoir ce manteau, ce visage, mais rien ne s'est passé pendant la journée et j'étais soulagé qu'il en soit ainsi, mais je ne savais pas ce qui m'attendait cette nuit-là. À 3h17 du matin, je me suis réveillé sans raison apparente, sans bruit, sans raison. Je me suis redressé dans mon lit, le cœur battant comme si j'avais couru un marathon. Je suis resté là, à écouter attentivement, mais rien ne se passait, jusqu'à ce que je remarque quelque chose d'étrange. Le couloir semblait plus lumineux que d'habitude, comme si quelqu'un avait allumé la lumière. Je me suis levé et j'ai marché lentement vers la cuisine. J'ai vu que la lumière était allumée, et je ne la laisse jamais allumer, même pendant un orage. J'ai rampé dans le couloir, et plus je m'approchais, plus j'avais l'impression que quelque chose en moi me demandait de reculer. Quelque chose me repoussait mais j'ai continué. Je dois admettre que je ne pouvais pas rester immobile. C'était ma maison alors j'ai continué et puis il était là au milieu de la cuisine comme s'il faisait partie de la famille. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est ce que j'ai vu à côté de lui. C'était Lucas. Mon fils, il était assis par terre, les yeux mi-clos, en pyjama, sans chaussures, se frottant les yeux comme s'il venait de se réveiller d'une sieste et juste à côté de lui se trouvait ce même vieil homme que j'avais vu la nuit précédente avec son énorme manteau gris avec une expression qui... Cela semblait paisible, mais en réalité, cela me glaçait le sang. Le vieil homme avait une main sur la tête de Lucas, lui caressant calmement les cheveux d'un geste presque paternel. De l'autre, il tenait un petit couteau fin, pointé directement sur la poitrine de mon fils. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas couru. Cette vision m'a complètement paralysé. J'étais là, au milieu de ma propre maison, à assister à cette scène que je refusais d'accepter. Il m'a vu et a souri, mais ce n'était ni chaud ni froid. C'était vide, comme s'il n'éprouvait aucune émotion, juste quelque chose de mécanique, comme s'il était une sorte de robot. « Il est prêt maintenant », a-t-il dit d'une voix douce mais... Ça m'a donné la chair de poule, je l'attendais, il veut partir, nous allons dans un meilleur endroit avec des lumières, des jouets et des couleurs, un endroit propre, un endroit doux, un endroit calme, plus que de dire, on aurait dit qu'il me racontait une histoire avant de dormir, comme si c'était une sorte de mantra ou un rituel ancien. Mon cœur battait fort et tous les poils de ma peau se dressaient, il y avait quelque chose dans ces mots qui était trop effrayant. Sa voix était calme mais pleine de quelque chose qui me mettait en alerte. Lucas était toujours là, entre endormi et éveillé, sans rien comprendre. J'ai fait un pas lent en avant et à cet instant le vieil homme a levé le couteau, ses doigts se sont resserrés mais son expression n'a pas changé. Ne t'approche pas, dit-il sans me regarder, si tu me suis les choses ne feront qu'empirer, tu ne veux pas qu'il crie et saigne et tu ne veux pas voir ça. J'ai eu l'impression que mon cœur s'est arrêté à ce moment-là, j'ai fait la seule chose que je pensais pouvoir faire, je l'ai supplié de laisser Lucas prendre l'argent et tout ce qu'il voulait, juste de laisser mon fils tranquille. J'ai juré que je ne bougerais pas, que je ne le suivrais pas, je voulais juste que Lucas soit d'accord, puis il s'est tourné vers moi, caressant toujours la tête de mon fils. « Tu vas bien, maman, reste intelligente », a-t-il dit,
Puis il s'est levé et Lucas qui semblait en transe l'a suivi silencieusement, obéissant comme s'il était hypnotisé. Ils se sont dirigés vers la porte et moi, avec mes nerfs à son comble, j'ai gardé mes distances pour qu'ils ne se sentent pas menacés, mes mains tremblaient, mes pieds froids. J'étais complètement désespéré et terrifié, mais je ne voulais pas mettre la vie de Lucas en danger, une partie de moi voulait sauter à propos de cet homme et lui arracher mon fils, mais l'autre savait que si elle le faisait, il pourrait lui faire du mal. La porte s'est ouverte et ils sont sortis. Il y avait une vieille camionnette blanche rouillée sans plaque d'immatriculation qui attendait immédiatement. J'ai couru au téléphone, j'ai appelé mon voisin mais il n'a pas répondu. J'ai recomposé et rien. J'ai appelé la police avec une voix cassée mais je ne suis pas resté là. J'ai couru vers l'entrée et j'ai vu que la porte de la camionnette était ouverte et il mettait Lucas dedans comme s'il s'agissait d'un bagage. Il ne l'a pas fait à la hâte mais il a pris le temps comme si j'avais tout le calme du monde. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a explosé. Je n'ai pas pu garder mon calme. J'ai couru et me suis jeté sur lui avec toute la force que j'avais, le poussant de toutes mes forces. Nous sommes tous les deux tombés au sol et le couteau a grimpé le long du ciment. Il a laissé échapper un grognement à moitié animal et m'a attrapé par le cou d'une main tandis que de l'autre il m'a griffé le visage. Je ne sais pas comment mais cette force n'était pas normale. Il semblait qu'il pouvait me tuer en une seconde. Je me suis battu de toutes mes forces pour le faire partir de moi, pour me libérer mais à chaque fois qu'il poussait je répondais avec plus de force. À un moment donné il m'a claqué la tête contre le trottoir et ma vision s'est brouillée. Il m'a monté et a commencé à me frapper les côtes encore et encore, puis il a attrapé le couteau. Mon cœur s'est arrêté pendant une seconde. Il a essayé de me poignarder dans la clavicule et ses yeux ne ressemblaient plus à des yeux humains. Il y avait quelque chose de sauvage, quelque chose d'animal dans ce visage. Il a levé le couteau avec son coup dans l'air et juste au moment où je pensais que tout était fini j'ai crié à plein poumon. Puis juste à ce moment j'avais l'impression que quelque chose d'énorme s'était écrasé sur nous. C'était Mike, sans dire un mot, il a attaqué le gars avec une force brutale et tous deux ont roulé sur le sol. Il a continué à le frapper un coup après l'autre avec toute la rage du monde. Le vieil homme s'est battu, griffant et mordant, faisant tout ce qu'il pouvait mais Mike ne voulait pas lâcher prise. Il l'a immobilisé et lui a fracassé la tête contre le sol à plusieurs reprises. Le sang giclait partout et pendant ce temps, je suis entré dans le chaos. J'ai réussi à ramper jusqu'à la camionnette, à ouvrir la porte et à faire sortir Lucas. Il pleurait, confus et je dormais encore et quand il m'a vu le prendre dans ses bras, il a commencé à pleurer. Je l'ai serré si fort dans mes bras qu'il pouvait à peine respirer mais je ne l'ai pas lâché. À partir de là, j'ai regardé Mike tenir le vieil homme au sol. Ce vieil homme, avec son visage couvert de sang par moments, continuait à donner des coups de pied, à gratter et à faire ses bruits aigus comme un animal dans ses derniers instants. Soudain, les sirènes ont retenti. Les voitures de police sont arrivées en sifflant à toute vitesse et en quelques secondes, les lumières et les lampes de poche étaient partout, des cris, des ordres, des armes à feu dégainées. Ils l'ont tiré du sol, la bouche ouverte, affichant un sourire étrange malgré son sang et son visage en désordre. Ils l'ont menotté, mais il n'a opposé aucune résistance. Il nous a juste regardés, le sang coulant encore sur son menton, avec ce même sourire. Il n'a rien dit, il est resté là, le regard fixe. Quand ils l'ont emmené, j'avais encore cette étrange sensation dans la poitrine. Mike était là aussi, le visage fendu, la lèvre cassée et un œil enflé, mais il m'a dit mieux que moi que l'appel était arrivé tard. Quelque chose clochait chez lui et il a eu un horrible sentiment en regardant par la fenêtre et en voyant la camionnette. C'est à ce moment-là qu'il s'est mis à courir et c'est cette course qui nous a sauvé la vie. La police a dit que nous avions eu de la chance, mais que l'histoire aurait pu être bien pire. Il s'est avéré qu'un vieil homme, Albert, avait été appelé. Il avait 74 ans et errait en ville depuis des années. Il était sans abri depuis longtemps et avait été arrêté à plusieurs reprises pour cambriolage et tentative d'enlèvement, mais il n'avait jamais eu de condamnation ferme ni rien de ce genre. En le surveillant et en disant que nous n'aurions plus à le croiser, ils l'ont enfermé maintenant sans libération conditionnelle ni visite, juste un numéro dans une cellule. J'ai emménagé avec Lucas quelques semaines plus tard. Je ne pouvais pas retourner dans cet appartement, je ne pouvais pas entendre les escaliers grincer sans que l'image de ce vieil homme m'apparaisse dans chaque coin. Mike nous a aidés pour tout et petit à petit, nous avons commencé à nous sentir un peu mieux. Nous avons continué à nous voir de temps en silence, sans trop parler, juste avec cette compagnie tranquille. De quoi avions-nous le plus besoin? Parfois, Lucas me pose des questions sur cet homme. Dans ses rêves et je lui dis simplement qu'elle est partie pour toujours, mais au fond je ne suis pas sûr que ce soit vraie musique. Quand j'étais petit mes parents étaient surprotecteurs envers moi,
Ces gens qui ne te laissaient même pas sortir seul au coin de la rue, je ne peux pas les blâmer entièrement. La vérité, depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours eu un œil et la moitié gauche de mon visage est marqué de pas mal de cicatrices, des brûlures dont je n'ai aucun souvenir. Selon eux, j'ai eu ces brûlures quand j'étais bébé. Dans un incendie de maison dans une ville qui n'est même pas proche d'ici, ce que je sais c'est que je ne me souviens de rien de cette nuit, mais parfois je pense que c'est à cause du fait d'être proche de la mort. Cela a créé un traumatisme si fort qu'ils sont devenus encore plus paranoïaques à mon égard. Ils ne m'ont jamais laissé sortir seul, pas même marcher dans la rue, et quand je sortais ils me faisaient toujours couvrir mon visage brûlé avec une capuche ou un grand chapeau pour que personne ne puisse voir mon visage. Je ne pouvais même pas aller à l'école. L'idée que d'autres enfants se moquent de moi ou ils m'embêtaient à cause de mon apparence à l'époque, ça les angoissait beaucoup. C'est pourquoi ma mère, toujours très prudente, a décidé de m'éduquer à la maison dès que j'étais assez grande pour comprendre. En vérité, pendant longtemps, j'ai obéi à tout ce qu'il me demandait. J'essayais d'être une fille sage et calme qui ne causait pas de problème, mais bien sûr, en grandissant, cette obéissance s'est transformée en rébellion. Je suppose que tous les enfants passent par là. Ne me souviens-je pas que vers 12 ans, j'ai commencé à fuguer secrètement de la maison? Ce n'était pas dans mes habitudes de faire de mauvaises choses, je n'ai jamais fumé ni bu, je voulais juste aller me promener dans le parc voisin ou flâner dans les rues plus calmes, respirer l'air frais et avoir l'impression de pouvoir avoir un peu de liberté. Puisque mon père travaillait la nuit et ma mère préférait se coucher tôt, les seuls moments où je pouvais sortir sans être surveillé étaient la nuit ou l'après-midi, et même si j'avais peur de sortir seul, je ressentais aussi une sorte d'excitation, comme si j'avais mon propre monde à explorer. À l'époque, même dans mes pires rêves, je ne pensais pas qu'il y avait des gens dans ce monde qui pouvaient être dangereux, qui pouvaient profiter d'une fille vulnérable comme moi. Ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des années, certains enfants et adolescents ont commencé à parler de moi en ville. L'histoire d'une fille avec un visage plein de cicatrices qui erre seule dans un parc presque vide la nuit a commencé à devenir une sorte de légende urbaine. J'ai découvert ça plus tard. Bien sûr, la vérité, à cette époque, je m'en fichais beaucoup. J'appréciais juste mes promenades nocturnes, même si je devais marcher avec un seul œil pour voir, et mes oreilles plus fines que jamais. J'ai dû écouter très attentivement pour détecter tout danger et croyez-moi, mon oui est devenu une sorte de super pouvoir. Je pouvais distinguer les pas de quelqu'un qui me suivait de loin, surtout dans le silence de la nuit avec les grillons et les apos comme seul bruit de compagnie. Une nuit, alors que j'avais déjà passé pas mal de temps sur ces promenades clandestines, les choses ont commencé à devenir bizarres. Je marchais dans le parc avec ma capuche bleue couvrant mon visage comme je le faisais toujours. Les lampadaires étaient à moitié éteints. Fondu avec ces lumières qui éclairent à peine mais suffisamment pour que mon œil puisse voir, je marchais lentement en profitant de l'air frais et de ce sentiment de liberté que le silence me procurait quand soudain j'ai senti que je n'étais pas seul. J'ai remarqué qu'il y avait des pas sur les pierres du chemin juste derrière moi essayant de ressembler aux miens, essayant de se masquer, mais je les ai entendus très clairement. Mon oui, comme je vous l'ai dit, était beaucoup plus fine que celle de la plupart des gens. La plupart des gens auraient négligé ces pas, mais pour moi, c'était comme si quelqu'un d'autre se tenait à côté de moi. Marchant de très près en essayant de ne pas faire de bruit mais en échouant lamentablement, ce que j'ai fait a été de m'arrêter net. Dans mon élan, j'ai décidé de tester s'il me suivait vraiment ou si c'était juste mon imagination. Je me suis arrêté juste au moment où un de mes pieds était sur le point de toucher le sol pour que le bruit ne soit pas entendu. J'ai fermé mentalement les yeux et retenu mon souffle. J'ai serré mes doigts dans mon sac et j'ai attendu en faisant semblant de continuer à marcher. Et quelle surprise, j'ai entendu un seul pas résonner juste derrière moi, très doucement, presque imperceptible pour quiconque ne m'entend pas. Entraîné, cela serait passé inaperçu, mais pour moi c'était comme un signal d'alarme. Je savais plus s'il me suivait de près et il ne semblait pas avoir de bonnes intentions. Mon cœur a commencé à battre très vite à ce moment-là. Je savais que si je continuais là, je pourrais me retrouver dans de sérieux ennuis. Alors sans trop réfléchir, j'ai commencé à courir de toutes mes forces. Je ne me suis pas retourné, je n'ai même pas regardé en arrière, j'ai juste couru comme s'il n'y avait pas de lendemain. Jusqu'à ce que je rentre à la maison très agité et avec mon cœur battant, je suis entré par la fenêtre de ma chambre et j'ai verrouillé la fenêtre et la portée. Une fois cela fait, j'ai eu l'impression qu'un poids s'était enlevé de mes épaules, mais en même temps, j'avais peur. Qui était cette personne qui me suivait? Que voulait-elle? J'ai essayé de me convaincre que c'était probablement juste une curiosité, une légende urbaine, une histoire de plus pour alimenter les peurs des enfants du quartier. Mais cette nuit-là, quelque chose m'a fait comprendre que je ne devais pas. Je suis resté éveillé un moment à regarder par la fenêtre, et quand j'ai enfin vu la voiture de mon père entrer dans la maison, je me suis un peu détendu. Voir son véhicule me procurait toujours une certaine tranquillité d'esprit. Même si j'avais encore ce malaise au cœur, comme si quelque chose clochait, je sentais que si cette personne du parc voulait me faire du mal en présence de mon père, je serais en sécurité.
Alors, ce soir-là, je me suis endormi en repensant à ce qui s'était passé et en essayant de me reposer, ne serait-ce que quelques heures. Le lendemain, ma mère a commencé à m'apprendre les mathématiques dans le salon, tandis que mon père était assis sur le canapé à regarder la télévision. En vérité, malgré tous mes efforts pour me concentrer, j'avais du mal à rester éveillé, surtout après ça. La nuit, ma mère a remarqué que je n'avais pas bonne mine et m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai répondu que oui, que j'étais juste fatigué, mais qu'en réalité, je ne pouvais m'empêcher de penser à cette personne qui m'avait suivi la nuit. Elle l'a remarqué, bien sûr, et avec un sourire, elle a adouci la situation. Elle m'a dit de me reposer, qu'elle me préparerait bientôt à manger et que je ne devais pas trop m'inquiéter, même si elle ne savait rien de ce qui s'était passé. Je suis monté dans ma chambre avec l'intention de faire une petite sieste, mais avant que ma tête ne touche l'oreiller, j'ai voulu fermer les rideaux. Et quand j'ai fait quelque chose dont j'ai été témoin, ça m'a glacé le sang derrière la clôture du jardin. J'ai vu un gars d'apparence moyenne dans la trentaine, vêtu de vêtements simples et de couleur terne, mais il y avait quelque chose chez lui qui m'a complètement déstabilisé. Il était à moitié caché, mais il me regardait fixement. Ses yeux ont croisé les miens et cela a suffi pour qu'un sentiment terrible m'envahisse. J'ai rapidement fermé les rideaux et me suis recroquevillé dans mon lit en frissonnant. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu quelqu'un sonner à la porte en bas. Malgré ma peur, j'ai regardé à travers les rideaux, et à ma grande surprise et horreur, j'ai vu le même homme qui m'observait. Il était juste sur le seuil. La porte s'est ouverte et mon père est sorti pour lui parler. Je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais la colère montait en lui au fur et à mesure de la conversation, jusqu'à ce que, soudain, sans prévenir, mon père lui assène un coup de poing au visage. Il est tombé au sol et mon père s'est mis à le frapper violemment avec une fureur qui m'a semblé excessive. Son visage était rouge, noir et ensanglanté. La scène elle-même m'a semblé horrible, d'autant plus que, même si cet homme semblait menaçant, rien ne justifie une telle violence, et le voir ainsi m'a profondément choqué. J'ai fermé les rideaux, les larmes aux yeux, profondément confus et triste. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu mon père frapper à la porte de ma chambre et me dire qu'il fallait partir immédiatement, d'une voix paniquée, sans même lui poser de questions. Je me suis levé et j'ai couru après lui en silence, dépassant le harceleur présumé qui gisait toujours inconscient sur le porche. Ma mère monta rapidement dans la voiture et nous filâmes à toute vitesse, laissant derrière nous cette scène troublante. J'aurais voulu lui demander ce qui se passait et où nous allions, mais sur le visage de mes parents, je lus la peur et l'angoisse, et je ne voulais surtout pas m'impliquer. Je voulais juste être avec eux et savoir que tout irait bien. Quelques minutes plus tard, depuis le siège arrière de la voiture, j'aperçus un véhicule qui nous suivait. Je ne l'avais jamais vu auparavant, mais je distinguais clairement l'homme de tout à l'heure au volant. Son visage était couvert de bleu et il lui manquait l'œil gauche. Gonflé et du sang coulait sur son visage, de son nez et de ses lèvres. Je ne pouvais pas arrêter de le regarder hypnotisé quand juste à une intersection la voiture s'est soudainement arrêtée. J'ai regardé pour voir ce qui se passait et immédiatement j'ai réalisé que devant nous il y avait une barricade de police. La tension dans la voiture à ce moment-là était brutale et c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas quelque chose de simple, que quelque chose de dangereux. Se passaient les visages de mes parents étaient pâles et extrêmement effrayés, mais avant qu'ils ne puissent dire quoi que ce soit, ils ont tous les deux couru hors de la voiture. Ils ne sont pas allés loin, ils ont été attrapés et menottés par. Les policiers étaient sous le choc et très confus, tout était flou. Après cela, ils nous ont emmenés au poste en voiture de patrouille et c'est là, au milieu de ce chaos, qu'ils m'ont enfin expliqué ce qui se passait. Un policier très gentil et compréhensif m'a raconté toute l'histoire, et sous le choc, je me suis contenté d'écouter, sans vraiment comprendre comment la réalité cachée derrière cette nuit-là pouvait être si terrible. Il s'avère qu'il y a 12 ans, dans cette même ville, une famille a péri dans un incendie jamais complètement élucidé. La maison a brûlé en cendres et ils n'ont trouvé que les corps carbonisés des parents, mais ils n'ont pas pu trouver la petite fille qui avait à peine quelques années à l'époque, parce que cette fille qui est maintenant moi était la seule à avoir survécu. En réalité, la famille que je pensais être mes parents n'était pas les vrais, c'étaient des ravisseurs qui prétendaient être mes parents pour la famille que je pensais avoir toujours été la mienne. En réalité, ils avaient échappé au crime pendant plus d'une décennie et la police soupçonne que peut-être ce sont eux qui ont allumé l'incendie qui a tué mes vrais parents. L'histoire est encore plus folle. Ce type qui me suivait et qui passait pour un simple figurant dans mon histoire était en fait un détective privé engagé par mon oncle qui, à l'époque, recherchait sa nièce disparue. Un détective qui m'a finalement retrouvé alors que personne ne croyait que j'étais encore en vie. Maintenant, je vis avec mon oncle,
un homme très gentil et attentionné. Il fait de son mieux pour prendre soin de moi et me protéger, mais la vérité, c'est que je n'arrête pas d'y penser. Chaîne d'événements, tout cela a changé ma vie pour toujours. Je continue à me demander s'il aurait été préférable de ne rien découvrir, si mon histoire personnelle avait été plus simple et plus normale, sans tant de drames, sans mensonges, sans un passé aussi sombre, mais même si cela me fait mal d'y penser, je sais que je dois avancer avec la vérité dans mon cœur et avec l'espoir qu'un jour tout cela sera du passé. Avez-vous déjà eu l'impression d'être surveillé? Avez-vous déjà senti le regard d'un étranger sur vous pendant que vous dormiez, mangiez ou vous promeniez? Je l'ai ressenti une fois, et pour être honnête, je le ressens encore. À 15 ans, ma famille a déménagé dans une nouvelle maison à la campagne. J'ai adoré au début. Les champs, l'air frais et la sérénité étaient bien plus agréables qu'en ville. La maison elle-même était une vieille maison de campagne construite dans les années 1950. Certains habitants juraient qu'elle était hantée, mais je n'en avais pas l'impression. Bien sûr, le plancher craquait et les lucarnes étaient cassées, mais ce n'étaient que des petits soucis qui pouvaient être rapidement résolus. Nous pensions que le lendemain matin de notre déménagement, les choses commençaient à prendre une tournure étrange. « Papa, nous avons du courrier », ai-je dit à mon père en regardant notre boîte aux lettres. « Ce n'est pas possible, nous n'avons pas encore enregistré cet endroit comme notre nouvelle adresse de réexpédition. » Eh bien, j'ai vérifié la boîte hier et elle était vide, donc je suis presque sûr que ceux-ci sont arrivés ce matin, peut-être qu'ils sont adressés à l'ancien propriétaire. J'ai dit que cela n'aurait pas de sens non plus. Personne n'a vécu ici depuis presque une décennie. « Laisse-moi voir ça », a dit mon père en attrapant les enveloppes. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» s'est-il exclamé. « Papa, il n'y a pas de timbre. »« Mais elles nous sont toutes adressées », disait mon père, « les lettres brûlent. » Chaque lettre était une variante, mais le message principal restait le même. Quelqu'un, quelque part, voulait que nous quittions notre nouveau foyer. Mes parents ont essayé de faire passer ça pour une blague des habitants sur les nouveaux arrivants, mais je n'étais pas convaincu. Ce n'est que le lendemain matin que nous avons réalisé à quel point nous avions tort. « Papa, voilà encore du courrier. » Que pouvaient bien être ces lettres, toutes semblables à la précédente, pleines d'insultes et d'exigences. Pour que nous quittions la maison, mais cette fois il y avait autre chose, c'est que notre maison, j'ai dit en voyant la photo je suppose, mais nous ne savons pas quand elle a été prise, ça aurait pu être des semaines ou même des années avant que nous arrivions. Oh mon Dieu, il y a qu'à apporter nos affaires. Cette photo a été prise il y a 2 jours, nous savions que nous avions une affaire sur les bras. La personne qui avait envoyé l'email était très probablement un harceleur. Mon père a appelé la police. Mais ils étaient convaincus que tout cela était une farce élaborée d'un gamin du coin. J'étais en train de faire... Ils nous ont assuré qu'ils enquêteraient et je suppose que cela a un peu apaisé les inquiétudes de mes parents. Nous savions que l'étrangeté ne faisait que commencer. Au cours des jours suivants, le courrier a continué à arriver, mais nous l'avons ignoré. Nous avons essayé de faire comme si tout était normal, comme si nous n'étions pas surveillés à distance par un psychopathe. Un matin, nous avons trouvé 3 rats morts sur le pas de notre porte ainsi qu'une boîte de clous tachée de sang. C'était à peu près au même moment où j'ai commencé à entendre des bruits dans la maison. Il y avait des craquements qui traversaient les murs de ma chambre comme si quelqu'un bougeait de l'autre côté. Le problème était qu'il n'y avait pas de place de l'autre côté. J'en ai parlé à mon père. Tu es nerveux fils et c'est tout à fait normal, n'importe qui le serait avec ces lettres que nous recevons. La police enquête, tout ira bien. De plus, c'est une maison assez vieille, le vent peut entrer par le toit et le plancher. Il n'est pas inhabituel d'entendre des craquements de temps en temps. Tu as raison, je suppose que c'est logique mais non. J'étais convaincu que je ne savais pas vraiment qu'il y avait quelque chose d'anormal et quand les bruits n'ont pas cessé, j'ai dû enquêter par moi-même un après-midi où mes parents n'étaient pas à la maison. J'ai mis mon oreille contre les murs et j'ai entendu à nouveau les craquements. Il y avait certainement quelque chose qui bougeait derrière le mur. J'ai couru jusqu'au garage de mon père et j'ai attrapé un marteau et un pied de biche. J'ai déplacé ma bibliothèque sur le côté et j'ai desserré une des barres de bois du mur. Il va certainement me tuer pour ça. Attends quoi ? J'ai attrapé une lampe de poche et je l'ai pointée dans le trou qu'il venait de faire dans mon mur. Il y avait un tunnel étroit à l'intérieur, à peine assez large. Pour que je puisse rentrer et monter un escalier raide qui menait vers l'inconnu, je savais qu'il valait mieux ne pas y aller. Je savais que je devais attendre mes parents ou la police, mais ma curiosité a pris le dessus. C'était un peu serré, mais je suis entré et j'ai suivi le chemin jusqu'à ce que j'arrive à un petit sous-sol, sous ce qui devait être le salon. Ce que j'ai vu là-bas m'a fait tomber le cœur. Il y avait un petit lit, une table, une petite étagère que je pensais être pour les vêtements. Une cuisine de fortune et même un réfrigérateur. Oh mon Dieu, quelqu'un a vécu ici tout ce temps.
Garçon rusé, je savais que quelqu'un découvrirait ma présence tôt ou tard, ils le font toujours, je ne pensais pas que ce serait si tôt, dit un gars d'environ 50 ou 60 ans qui est sorti de l'ombre. Qui es-tu, que veux-tu? J'ai dit, qui suis-je? Je devrais te demander la même chose. Qui t'a donné le droit d'emménager dans ma maison est à moi, et je ne la quitterai jamais, elle est à moi, tu m'entends? À moi, j'ai déjà perdu tout mon travail, ma femme, ma vie, mais je ne perdrai pas cette maison aussi à cause de mon cadavre, dit le gars, et continua, tu penses que j'aime ça, tu penses que je veux te faire du mal? J'ai prévenu le dernier couple qui est venu ici pour partir. Quand ils ne m'ont pas écouté, j'ai dû prendre les choses en main. On dirait que je vais devoir le refaire. Penses-tu pouvoir courir? Penses-tu pouvoir te cacher? Je te retrouverai avec ça, dit le gars, s'est dangereusement approché de moi, mais avant qu'il ne puisse me blesser, j'ai couru de toutes mes forces dans le sens d'où je venais. Il a essayé de m'attraper, mais j'étais plus rapide et une fois dehors, j'ai alerté la police. Les autorités sont arrivées quelques minutes plus tard et mes parents l'ont suivi, mais quand ils sont descendus dans le couloir secret vers le repère du harceleur, l'homme était déjà parti. Ils ont découvert que le tunnel cela menait à un vieux hangar à l'arrière, et c'est comme ça qu'il a réussi à entrer et sortir sans que personne ne remarque que le harceleur s'était enfui. Mais ils ont réussi à trouver quelque chose là-bas, une carte d'identité qui appartenait à un certain Harry Wilson. L'homme que j'ai vu n'était plus que l'ombre de lui-même, tout flétri et creux, mais je reconnaîtrais ses yeux bleus profonds n'importe où. Apparemment c'était un homme d'affaires qui a perdu sa fortune il y a de nombreuses années. Dans un mauvais investissement, il a perdu toute sa voiture, sa femme, ses enfants, et sa maison a été reprise par la banque et mise sur le marché la plupart du temps. Les habitants de la ville ont supposé qu'il avait sauté dans la rivière de l'autre côté de la ville et que son fantôme hantait toujours la maison. Peu de gens savaient que c'était le même homme qui traquait. Inutile de dire qu'au moment où cette information nous est parvenue le lendemain matin, mes parents et moi étions en route pour la maison de mon oncle dans la ville voisine. Cela fait quelques années depuis. Pour autant que je sache, ils n'ont pas attrapé le vieux Hank. La maison est toujours sur le marché. Quand j'avais 22 ans, j'ai déménagé à quelques kilomètres de chez moi, dans le Midwest, dans de belles collines. Tennessee avait un nouvel emploi, une voiture rutilante et un appartement qui ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine, mais la vérité est que je ne connaissais personne là-bas en dehors du travail. Si mon téléphone sonnait, je pensais généralement que c'était un parent éloigné ou peut-être mon petit ami qui était encore à l'université. Oh, j'utilisais encore une ligne fixe à l'époque sans téléphone portable, mais la solitude n'était pas facile, mais j'étais en fait assez excité par toutes les nouvelles choses qui se passaient dans ma vie, alors j'essayais de rester positive. Je n'étais dans mon nouveau logement que depuis 2 semaines quand ces appels indésirables, ces appels à vous faire dresser les cheveux sur la tête, ont commencé. La première fois, c'était un type qui semblait être un ami très sympathique qui me demandait ce que je faisais. Je ne le connaissais pas et pendant un instant, j'ai pensé que c'était peut-être un de mes cousins ou un oncle. J'ai une famille nombreuse. Je lui ai demandé qui c'était, et au lieu de répondre, il a ri légèrement, son ton est devenu plus sombre, un peu colérique, et il a dit quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. J'étais sous le choc, me demandant si c'était une erreur ou si quelqu'un me faisait du mal. Une blague ou pire encore. C'était un harceleur. J'ai décidé que j'avais dû composer le mauvais numéro, alors je lui ai poliment dit qu'il avait dû me confondre, mais ce type a commencé à réciter mon nouveau numéro de téléphone qui n'était même pas facile à trouver et mon nom complet. Sérieusement. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Un frisson m'a parcouru le corps à ce moment-là. Je n'avais donné mon numéro qu'à mes parents, la petite amie de ma sœur, le gérant de l'immeuble et mon patron. J'étais au milieu de la ville dans cet état du sud où tout est si différent et je n'aimais pas du tout ce sentiment. Ce qui m'a le plus effrayé, c'est quand il n'a pas aimé ça. Je lui ai dit qu'il avait tort et j'ai commencé à me crier dessus, puis d'un ton beaucoup plus calme, il a dit beaucoup de choses vulgaires et de menaces me disant ce qu'il allait me faire fatiguer et effrayé. J'ai éteint le téléphone et je l'ai ignoré, mais ensuite le deuxième appel est arrivé vers 1h du matin. Je lui ai crié de partir et j'ai raccroché, mais il a continué à appeler encore et encore. Finalement, j'ai déconnecté le téléphone. Et je me suis rendormi même si ce n'était pas facile. Les jours ont passé et ces appels n'ont pas cessé. En fait, il semblait de plus en plus intense. Il a commencé à dire des choses assez étranges, comme le fait qu'il connaissait des détails sur moi. Il a dit qu'il aimait le couvre-lit blanc sur mon lit, qu'il savait ce que j'avais dans mon frigo, que j'étais allergique aux chats et que oui, j'en avais un à l'époque, et il m'a même demandé si j'étais amoureux d'une fille nommée Marie. C'est là que tout a explosé dans ma tête. J'étais dans la cuisine, à regarder le calendrier collé sur le frigo, et il était là, en rose, avec un cœur, la date d'anniversaire de ma sœur, qui s'appelait Marie. Le 17, j'ai réalisé que ce harceleur était entré dans mon appartement. J'étais complètement seul cette nuit-là, sans amis ni famille autour de moi, et cet homme semblait avoir été présent chez moi sans que je m'en rende compte. Je tremblais et pleurais, réalisant que c'était juste moi et un inconnu dans mon espace personnel. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Au petit matin,
J'ai appelé la gérante de la résidence pour lui expliquer ce qui se passait et lui demander de changer les serrures le jour même. Elle m'a regardé bizarrement. Après un long silence, elle m'a dit qu'elle savait qui était entré dans mon appartement et que cela ne se reproduirait plus. Ce qui m'a choqué, c'est qu'il s'agissait en fait d'un agent d'entretien, un type bizarre, un peu harceleur, qui avait vu une jeune femme emménager seule et qui me prenait pour son nouvel animal de compagnie. La gérante a immédiatement fait changer les serrures et m'a promis qu'elle garderait la nouvelle clé. Même si les appels ont cessé, la peur m'a habité pendant près d'un an, car je ne savais pas qui c'était. Exactement ce type et j'ai toujours eu le sentiment qu'il pouvait revenir à tout moment. J'ai déménagé après la fin de mon contrat, mais des années plus tard, j'ai réalisé que cette expression étrange sur son visage signifiait probablement qu'il avait fait ça avant qu'il ne soit même pas renvoyé et je regrette de ne pas avoir appelé la police à l'époque. J'étais jeune, naïf et je ne pensais pas encore à de telles choses.